Rebonjour. Donc, merci d'être revenu. Et je voudrais passer cette deuxième séance à décrire un phénomène et les expériences qui vont avec sur quelque chose qui, je trouve personnellement très étonnant, qui sont ces oscillations de blocs. Alors, les oscillations de blocs, j'ai écrit ici que c'était, enfin, de mon point de vue, un des phénomènes quantiques les plus étonnants à l'échelle de la particule unique. Après, la mécanique quantique est pleine de trésors dès qu'on a plusieurs particules, qu'on joue avec l'intrication. Mais au niveau de la particule unique, je trouve que les oscillations de blocs sont hautement contre-intuitives. On peut faire beaucoup d'erreurs si on fait confiance à ce qu'on pense en mécanique classique. Et comme vous allez le voir, c'est que ça a aussi plein d'applications. Alors, c'est un phénomène qui a été prédit dès les tout premiers jours de la physique quantique, ou disons les premières années. Je vous dirai deux mots sur l'histoire, mais qui en fait était extrêmement difficile à voir au moment où ça a été prévu. Ça a été prévu pour une particule bougeant dans un réseau optique, mais avec des réseaux optiques, finalement, enfin, une particule bougeant dans un réseau, pas optique, un réseau matériel. Mais c'était extrêmement difficile à voir dans un cristal, un réseau matériel standard, parce qu'il y a trop de défauts dans un réseau matériel. Et finalement, on a envie de dire heureusement que les oscillations de blocs ne se produisent pas dans un réseau matériel, parce que si ça se produisait, on n'aurait pas la conduction électrique. Vous allez voir que les oscillations de blocs, ça consiste à dire que quand vous prenez une particule dans un réseau et que vous lui appliquez une force constante, donc un électron, vous appliquez une différence de potentiel de 1,5 volt entre un bout et l'autre de votre fil, eh bien, les électrons ne vont pas du tout du pôle moins vers le pôle plus, ils se mettent à osciller comme ça. Alors évidemment, si c'est ça qui se passait quand on branche une pile d'1,5 volt sur un fil électrique, on serait bien ennuyé. Enfin, on aurait sûrement inventé d'autres appareils électriques. Enfin, en tout cas, ceux qu'on connaît ne marcheraient pas aussi bien que ce qu'on espère. Donc, d'une certaine manière, c'est heureusement qu'il y a des défauts, qu'on n'a pas des oscillations de blocs partout dans nos fils électriques. Mais néanmoins, c'est un très beau phénomène qui a été observé pour la première fois pour des électrons, mais dans des super réseaux, fait exprès pour ça. Et avec les atomes froids, c'est vraiment devenu un outil quotidien. Donc c'est vraiment un import direct de la matière condensée aux atomes froids que je dirais on a fait fructifier plus que ça ne pouvait fructifier en matière condensée. De quelle manière est-ce que ça a fructifié ? Eh bien, d'une part, au niveau de la métrologie, vous allez voir que c'est un outil très très puissant pour mesurer des forces et pour mesurer des masses. Et puis c'est également un moyen pour explorer des structures de bandes non triviales. Et l'exemple que je proposerai, c'est le graphène version atome froid, qui peut être comme ça exploré via les oscillations de blocs. Alors, les oscillations de blocs, ça commence avec deux paradoxes. Le premier paradoxe, c'est que nulle part dans les papiers de Bloch, je n'ai trouvé de traces d'oscillation. C'est-à-dire que dans le papier séminal de Bloch, il parle du théorème qu'on a décrit là. Mais la première fois qu'on voit apparaître les oscillations de Bloch dans la littérature, c'est par Zener, en 1934. Et Zener trouve les oscillations de Bloch, mais c'est là que le deuxième paradoxe, il s'en fiche complètement. Pour lui, c'est vraiment pas intéressant, les oscillations de Bloch. Ce qui l'intéresse Zener, c'est répondre à la question suivante. Étant donné un cristal avec des électrons dedans, si j'applique un champ électrique uniforme comme ça, à quelle valeur du champ est-ce que le cristal va claquer ? C'est-à-dire à quelle valeur du champ est-ce que je vais arracher les électrons de la bande de conduction et puis tout casser ? Voilà. C'était ça son problème. Et les oscillations de Bloch sont apparues comme un sous-produit pas drôle du tout de cette question vraiment importante du claquage. La version atome froid de ça, eh bien, il y en a plusieurs, vous allez le voir, mais une possible, c'est de se dire, prenons un cristal, un réseau optique donc, que je mets vertical, la force constante, le champ électrique QE, je le remplace par mg, l'accélération de la pesanteur. Que va-t-il arriver à mes atomes dans ce réseau ? Est-ce qu'ils vont tomber ou est-ce qu'il va leur arriver autre chose ? Alors, donc le problème mathématique qu'on se pose, c'est le suivant. Je pars d'un Hamiltonien qui est périodique, V de x égale V de x plus A. J'ajoute une force constante, moins Fx, force qui est indépendante du temps, indépendante de l'espace, dans ce qui va intéresser ici. Et question, que se passe-t-il ? Alors, ce que disait Zener dans son article, c'était la chose suivante. C'était un article assez visionnaire, je dirais, dans son analyse. Il connaissait l'existence de bandes d'énergie grâce au travail de Bloch. Donc, il avait sa bande fondamentale qui était ici, de largeur delta E. Donc ça, c'est une bande interdite, la zone assurée. Autre bande interdite ici. Bon, là, il n'y a rien. Ce serait vers les bandes plus basses de valence, etc. Et donc, il adoptait une image qui est représentée ici,
qui est une image qui n'est pas du tout évidente. Il la présente sans état d'âme, mais ce n'est pas du tout évident. C'est un mélange de ce qui se passe dans l'espace des impulsions et ce qui se passe dans l'espace des positions. C'est une sorte d'approximation de densité locale, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il superpose cette image de bande avec, ici, ce qui se passe le long de l'axe X, c'est-à-dire qu'il ajoute le potentiel linéaire associé à une force constante, moins Fx. Donc le bas de la bande fondamentale devient comme ça. Donc la bande fondamentale est ici. Ça, c'est le gap interdit. Deuxième bande, c'est la première bande excitée, etc. Et le problème de Zener, c'est donc la chose suivante. Il se dit, j'ai des électrons qui vont partir du point XA, ils vont être accélérés par ma force, ils vont arriver jusqu'ici. Et le phénomène intéressant, c'est le claquage dont on parlait, c'est les électrons passent par effet tunnel de cette bande-ci à la bande suivante, et puis encore et encore, et comme ça, ils sont éjectés. Phénomène pas intéressant du tout, c'est ils font demi-tour, ils repartent vers le point A. C'est ça l'oscillation de bloc, d'accord, dans ce point de vue-là. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est pas quand ils sont arrachés, c'est quand ils font demi-tour et qu'ils oscillent comme ça, bien sagement, sous l'effet de la force, qui est quand même assez étonnant. J'applique une force constante et je vois mes particules qui font des allers-retours. Alors, de cette image-là, donc, je disais, elle est tout à fait intéressante et pertinente. Il y a une chose qu'on déduit immédiatement et qu'on va retrouver un peu plus tard, c'est l'amplitude du mouvement de l'oscillation, xb moins xa. Dans ce dessin-là, eh c'est quoi? C'est delta E, la largeur de bande, divisé par la pente de ses droites, c'est-à-dire la valeur de la force, F. Et on obtient comme ça, mais graphiquement, l'amplitude de l'oscillation. Exercice, si vous le voulez, c'est retrouver ce résultat-là simplement en regardant le mouvement d'un centre paquet d'onde, en disant que le centre du paquet d'onde évolue à la vitesse de groupe. La vitesse de groupe, c'est la dérivée de l'énergie par rapport au moment. Et là, ça prend un peu plus qu'un dessin pour le trouver, mais c'est un bon exercice de le faire pour montrer que tout marche bien. Voilà. Je ne le fais pas ici, mais bon, ça prend une diapo, quelques équations. Alors, comment est-ce qu'on transcrit ça en langage moderne? Eh bien, pour retrouver les oscillations de blocs en langage moderne, c'est-à-dire en langage tel que ce que j'ai présenté dans le premier cours, en fait, on a besoin de deux choses. Première chose, c'est un théorème, quelque chose qui sera toujours vrai. Et deuxième chose, c'est une hypothèse de suivi adiabatique. Enfin, une approximation. L'hypothèse, c'est la chose suivante. Je suppose qu'à l'instant t égale 0, je pars comme je l'ai fait à la fin du premier cours, je pars dans une fonction qui a une forme de bloc, c'est-à-dire une fonction qui est la forme d'une onde plane et puissance ix fois q0, donc c'est qin ici, q initial, fois u0 de x, où u0 est périodique. J'ai l'impression que mes choses ont un petit peu bougé, le passage au Mac sur PC, mais bon, c'est pas très grave. Eh bien, le théorème, ce qui est équivalent au théorème que je vous disais tout à l'heure quand l'hamiltonien je bougeais que l'amplitude, là, le théorème, je ne le démontre pas, mais ce n'est pas très difficile à montrer, c'est que quand le temps varie, on peut obtenir une forme de bloc préservée. C'est-à-dire qu'à l'instant t, quand j'ai une force constante, eh bien, j'ai à l'instant t quelque chose qui est toujours une forme de bloc, mais cette fois-ci, le quasi-moment varie. Tout à l'heure, je gardais un réseau, je n'avais qu'un réseau périodique, mais l'amplitude du réseau variait. Donc à ce moment-là, j'avais Q de t égale Q0. Là maintenant, j'ai un réseau superposé à une force constante, donc j'ai plus un hamiltonien qui est périodique dans l'espace à cause du potentiel lié à la force constante, ce potentiel en Fx. Donc j'ai plus un réseau qui est périodique, mais néanmoins, comme la force est constante, la solution est simple. C'est juste une sorte de corollaire du théorème de Bloch. Psi de x et de t, ça peut s'écrire puissance i x q de t fois u de x, où u de x reste périodique, et q de t, donc, sa forme, c'est q0 plus ft sur h bar. C'est-à-dire que le quasi-moment va défiler linéairement en temps au fur et à mesure. Donc, si je reprends cette représentation avec une bande étendue, comme ça, eh bien, ça veut dire que si je pars de qin ici à l'instant t, et j'ai une fonction de Bloch que j'ai mise ici dans la bande fondamentale, eh bien, à l'instant t, je sais que je serai à q de t qui se déduit linéairement de q0 avec ce coefficient ft sur h bar. Évidemment, à ce stade, je ne sais pas dans quelle bande je suis. Tout comme tout à l'heure, je ne savais pas dans quelle bande j'étais quand je débranchais mon réseau. Mais je sais que je suis à un quasi-moment q de t qui se déduit de q de 0 par cette valeur. Et c'est là qu'il y a l'approximation qui vient. L'approximation, c'est encore une fois une approximation adiabatique, comme tout à l'heure. C'est que si je ne vais pas trop vite, si mon quasi-moment ne défile pas trop vite ici, en particulier au voisinage de ce point-là où j'ai un croisement évité, à ce moment-là, je vais suivre adiabatiquement la bande fondamentale, et je sais donc que je vais me retrouver en ce point-ci et seulement en ce point-ci. Donc le problème de Zener de tout à l'heure, le claquage, eh bien, ça se construit ici comme un passage non adiabatique. Là.
hein, le problème de Zener qui était de passer de la bande fondamentale à la bande excitée au point tournant XB, eh bien, c'est ici, en fait, dans cette représentation de quasi-moment Q, c'est un passage non adiabatique à ce croisement-ci. Donc, la particule passe de là à là, puis continue ici, et là, c'est encore plus facile de passer, parce que l'anticroisement est plus petit, et ça continue comme ça. Donc là, la particule est éjectée du cristal. Donc, on va se placer dans une situation où on a bien un suivi adiabatique. On peut écrire la condition de suivi adiabatique, ce n'est pas très compliqué, mais je ne vais pas rentrer trop dans ces détails. Ce qui compte, c'est la chose la plus importante dans ce qui va suivre, c'est qu'une fois que j'ai dit que j'avais à la fois Q qui défilait linéairement en temps, et puis suivi adiabatique de la bande fondamentale, eh bien ça veut dire que si j'attends un temps t, enfin un temps tau b ici, tel que f tau b sur h bar, c'est-à-dire cette chose-ci, soit égale à 2 fois k, 2k, je vous rappelle, c'est la largeur de la zone de Brillouin, eh bien ça veut dire qu'à cet instant tau b ici, je suis exactement sur le même vecteur d'onde Q, enfin quasi-moment Q, que je n'étais au départ, puisque je vous rappelle que le Q égale plus de K, et c'est la même chose que K égale Q, c'est deux représentations du même état. Donc, je suis en face d'un phénomène qui va être un phénomène périodique. À une phase près, eh bien, l'état du système à cet instant-ci est le même que l'état du système à l'instant initial. Alors, quelle est cette phase? Eh bien, il y a une partie dynamique, la puissance moins IET sur H bar habituelle, hein, et puis il y a également une phase géométrique. On en verra plus sur les phases géométriques dans le cours, sur les potentiels, les champs de jauge artificiels, mais je voulais quand même le signaler, il y a une phase géométrique appelée la phase de Zach, qui s'introduit dans ce problème à une dimension, qui fait que c'est ici, stricto sensu, un quotient de proportionnalité, ce n'est pas une égalité à cause de la phase et puissance phi qui vient se mettre là. Mais mis à part ces phases, l'état après une période de bloc tau b étant défini comme ça, eh bien, c'est exactement la même chose que l'état initial. Voilà. Donc on est en face d'un phénomène périodique démontré comme ça. Il y a une interprétation en termes de photons, toujours pour la partie opticien de l'audience, qui est très simple. Hein. Au moins si je me limite à une interprétation perturbative, enfin une description perturbative de l'interaction atome-lumière, je prends ma particule, donc, qui est à ce moment-là une particule quasiment libre, E égale P carré sur 2m. Je pars quelque part ici avec une impulsion P ici. J'ai ma force F qui accélère, donc l'impulsion de ma particule augmente avec le temps. J'arrive à un point ici, et en ce point-là, que peut-il se passer? Eh bien, je peux faire un cycle absorption-émission stimulée qui me fait revenir en arrière. Et puis après, je repars ici, et puis hop, un nouveau cycle, et je comprends comme ça l'oscillation de bloc dans ce point de vue absorption-émission stimulée. L'oscillation de bloc, c'est jamais rien d'autre que ça. C'est que je force l'atome à balayer l'espace d'impulsion jusqu'à un point où il y a un processus résonant, absorption-émission stimulée, qui le ramène en arrière et il recommence. Donc l'atome passe son temps à faire des cycles absorption-émission stimulée sous l'effet de la force F. Et c'est une absorption-émission stimulée dirigée. Hein. J'absorbe toujours dans l'onde qui vient à droite et une émission stimulée dans l'autre. Alors ça, je l'ai représenté pour la bande fondamentale. Si jamais vous voulez faire la même chose pour une bande excitée, vous avez le même processus. Hein. Vous partez d'ici, vous arrivez là où, de manière résonante, je peux faire une absorption-émission stimulée dans cette onde-là. Ensuite, je continue, et là, je reviens en arrière par un processus à 4 photons, et je continue comme ça. Donc, les oscillations de bloc ne sont pas limitées à la bande fondamentale. Tant qu'il y a ce suivi adiabatique, là, eh bien, ça continue à se produire. L'absence de suivi adiabatique ici, ce serait que l'atome rate le demi-tour ici et continue comme ça. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment que le réseau optique, dans ce point de vue-là, fait une transition multiphotonique pourvu qu'elle conserve l'énergie et l'impulsion. Alors voilà le plan de ce cours. Je vais commencer par les observations expérimentales avec des atomes froids. Je passerai ensuite à une description un peu différente des oscillations de blocs, qui sont les échelles de Van Stark, qui sont un très joli problème de physique quantique et qui sont un autre point de vue sur les oscillations de blocs qui est très fructueux et qui est en fait le bon point de vue si on veut faire de la métrologie avec. Je discuterai quelques applications sur les réseaux à 1D et ensuite je passerai à des aspects bidimensionnels, comment explorer la structure de bande avec des oscillations de blocs, et c'est là qu'on verra apparaître le graphène et les points de Dirac. Donc je commence avec les observations expérimentales. Et les premières observations expérimentales, ça a vraiment été un tour de force. C'est des observations qui ont été faites dans le groupe de Mark Reisen au Texas et dans le groupe de Christophe Salomon à l'École normale supérieure. Et je dis que c'est un tour de force parce que c'est des expériences qui ont été faites avant les condensats de Bose-Einstein. Donc il fallait préparer des atomes dans un état Q
bien localisé dans la zone de Brillouin. Donc je rappelle que la zone de Brillouin a une largeur de 2K, 2 fois le h bar k, le h bar k d'un photon. Donc il fallait préparer des atomes avec une impulsion beaucoup plus petite que h bar k. Donc ça, c'est nettement plus difficile à faire que le refroidissement lumineux dont je vous parlais tout à l'heure. Le refroidissement lumineux dont je vous parlais tout à l'heure, je vous disais, oh, on a une impulsion atomique de l'ordre de h bar k, de quelques h bar k. Là, il fallait préparer des atomes avec une impulsion bien meilleure, résolue de manière bien meilleure que h bar k, pour préparer les points verts ou les points rouges que j'ai dessinés dans mes zones de Brillouin tout à l'heure. Donc ça a été possible, mais au prix de mécanismes de refroidissement nettement plus subtils que ceux qui sont le refroidissement Sisyphe ou Doppler. Il y avait des refroidissements subrecul à faire et des filtrages en vitesse vraiment non triviaux. Alors ces manips ont été faites pas exactement avec une force constante appliquée sur un réseau stationnaire. À l'époque, ce qu'ils avaient choisi de faire de manière indépendante, c'était pour mettre en évidence le phénomène de faire un réseau optique accéléré. C'est-à-dire qu'ils prenaient un faisceau bleu, enfin un faisceau de la gauche ici avec une phase φ1 qui variait quadratiquement avec le temps, le faisceau venant de la droite avec une phase φ2 qui variait également quadratiquement avec un signe moins, ce qui veut dire que le réseau donc, bouge avec le temps. Là, si vous voulez associer une fréquence à ces deux ondes, donc la fréquence c'est la dérivée de la phase, hein, donc ça fait des fréquences qui sont linéaires en temps, plus ou moins selon que je prends l'onde bleue ou l'onde rouge. Donc le réseau n'est pas statique dans l'espace, mais il bouge, c'est une sorte de train, et c'est un train qui va être accéléré. Si je me place dans le référentiel du réseau, je vois une force d'inertie, et c'est cette force d'inertie qui va créer l'oscillation de bloc. C'est un petit peu détourné comme méthode, mais bon, ça vous montre un éventail de ce qu'on sait faire. À Paris, Christophe Salomon travaillait avec des atomes de césium, des atomes lourds. Il avait des accélérations qui étaient assez voisines de l'accélération de la pesanteur, 10 mètres par seconde carré. À Austin, les atomes étaient plus légers, c'est du sodium, et les accélérations étaient nettement supérieures. Elles étaient de l'ordre de plusieurs milliers de mètres par seconde carré. Je montre ici les résultats obtenus par Christophe Salomon, qui sont magnifiques. Je veux dire, ils ont vu le phénomène sans la moindre ambiguïté. Ici, vous avez la distribution atomique, un exemple de distribution atomique, mesurée dans le référentiel du réseau. Donc, vous oubliez que le réseau est accéléré, vous mettez dans le référentiel du réseau, et donc vous avez la force d'inertie. Donc, c'est vraiment comme ça le point de vue simple sur les oscillations de bloc. Et on mesure cette distribution d'impulsion simplement par temps de vol, comme je l'ai décrit tout à l'heure pour les manips de cartes de bande. Vous regardez, laissez les atomes s'étaler, et ça vous dit quelle était la distribution en vitesse ou en impulsion initiale. Donc, à l'instant t égale 0, vous avez une distribution en impulsion qui est comprise entre moins h bar k et plus h bar k. Vous voyez qu'elle est plus étroite que h bar k sur m, donc c'est une distribution subrecul ici. Vous laissez le temps s'écouler, donc les atomes sont accélérés, arrivent ici. Ils arrivent en bord de bande à p égale plus k, et c'est là que se produit, si je prends le point de vue photonique, le cycle absorption-émission stimulée, qui ramène les atomes depuis ici vers là. Si vous préférez utiliser un point de vue matière condensée, ce que vous dites, c'est que l'onde de matière a acquis une vitesse telle que la réflexion de Bragg sur les différents plans du réseau se fait de manière constructive vers l'arrière, et l'onde de matière repart vers l'arrière, simplement comme de la lumière sur un miroir de Bragg. Donc, les deux points de vue sont complètement équivalents, et vous choisissez celui que vous préférez. Toujours est-il que, initialement, les atomes arrivent avec l'impulsion plus k et repartent avec l'impulsion moins k, et ils sont de nouveau accélérés pour revenir après un temps tau b, qui est donc le temps de la période de bloc qu'on a trouvé tout à l'heure, dans un état qui est très proche de l'état initial ici. Voilà. La période de bloc ici valait à peu près 10 millisecondes, 8,2 pour être précis, et là l'accélération, vous voyez, valait juste 1 mètre par seconde carré. Voilà, donc ça c'est la première manip historique d'observation d'oscillation de bloc avec des atomes froids. Alors, depuis, il y a eu vraiment beaucoup d'expériences, je ne peux pas citer tout le monde. Là, je cite des expériences qui ont été faites en Italie. Enfin, je vais montrer des expériences qui ont été faites en Italie. Il y a eu le même type d'expérience à Stanford. Oscillation de bloc créée par la gravité. Alors, vous oubliez le réseau accéléré. Maintenant, le réseau est vraiment statique dans le référentiel du laboratoire. Mais vous mettez ce réseau vertical. Et donc, vous comptez sur la force de gravité, mg, pour créer les oscillations. Donc, la pulsation de bloc h bar oméga b. Oméga b, c'est 2pi sur tau b. Donc, vous pouvez inverser la relation que j'ai trouvée tout à l'heure pour tau b. Vous allez trouver que la pulsation de bloc h bar oméga b est simplement la force, donc mg fois petit a, le pas du réseau. Tout ça, c'est une simple règle de 3. Donc, vous pouvez faire le calcul pour en être convaincu. Donc, que voit-on quand on fait ça? Eh bien, on voit des magnifiques oscillations. Et on en voit ici, vous voyez, 9800. Donc, vous partez à l'instant t égale 0 avec un paquet d'ondes atomiques qui est là.
le paquet d'ondes descend, réflexion de Bragg, il repart, très bien, une belle oscillation, c'est comme celle qu'on a vue à Paris. Vous attendez 5 secondes, 2900, c'est toujours en train d'osciller, avec le même contraste. Vous allez, l'oscillation de 7500, ça a commencé un peu à se brouiller, mais ça continue à bien osciller. Puis là, bon, ça s'est un petit peu brouillé, mais enfin, on voit toujours un paquet dominant ici, comme ça. Et donc, une fois qu'on voit ça, on comprend tout de suite l'intérêt métrologique des oscillations de blocs. On peut faire mieux que ça, mais déjà là, ça apparaît clairement. Vous avez une période d'oscillation, vous pouvez compter les oscillations une par une, vous en avez fait 9800, donc par un simple effet de Vernier, vous avez une excellente précision sur la mesure de la période de l'oscillation de bloc. Or, qu'est-ce qui détermine cette période d'oscillation de bloc? Eh bien, c'est simplement l'opale du réseau petit a, mais ça vous le connaissez bien, vous connaissez la couleur de votre laser, et puis mg. Donc si vous voulez mesurer la gravité, eh bien, vous faites ça et vous avez tout de suite, d'emblée, une très bonne précision sur petit g. Là, je vous dis, la précision est de l'ordre de 6-10-6, d'emblée, simplement en faisant cette expérience-là. Donc, on pressent que ces oscillations de bloc, vues sous cet angle-là, c'est un très très bon outil métrologique. Oui? Le brouillage? Bon, il y a des pertes d'atomes quand même pendant 17 secondes. Hein. Et puis, pourquoi ça se dilue comme ça? Je ne sais pas exactement quelle est la source de dilution là. Les autres bandes, je n'ai pas envie de les accuser parce que je pense que si je passe dans une autre bande, je dois fuir après. C'est zénaire, c'est le claquage du cristal. Donc je ne pense pas que ce soit les autres bandes. C'est une bonne question, je ne sais pas. Il y a peut-être un peu d'émission spontanée qui déphase. Je ne suis pas sûr que dans leur article ils disent ça. En tout cas, je n'ai pas le souvenir de l'avoir lu. Dans les sites voisins. Alors, qu'est-ce que tu appelles les sites voisins? Ah là, le réseau, j'ai rempli plusieurs sites à la fois. Hein, donc, en fait, je peux avoir rempli 100 sites et l'amplitude d'oscillation ne peut être que de 10 sites. Donc, le nuage peut faire simplement quelque chose comme ça. Après, ça c'est par temps de vol qu'on le voit, donc c'est l'impulsion. Mais je peux avoir rempli beaucoup de sites. Oui, c'est pas... On n'est pas obligé de remplir un seul site là-dedans. Vous allez voir des oscillations de blocs avec un seul site, qui sont très belles aussi. Mais là, il peut y avoir beaucoup de sites remplis. Oui, parce que c'est un condensat qui fait au moins 10 microns de taille, et la période du réseau, c'est 0,5 microns. Est-ce que j'ai mis la longueur? Oui, c'est 266 microns, donc il y a au moins une quarantaine de sites remplis. Oui. Oui. C'est possible qu'il y ait une imperfection à la périodicité. C'est tout à fait possible que ce soit la limite. Oui, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que le réseau n'est pas forcément parfaitement périodique, c'est pas seulement V de x égale V de x plus A, il peut y avoir effectivement un aspect parabolique résiduel, même s'il cherche à l'éliminer, ça peut être ça. Oui, tout à fait. Je vous le dirai un peu plus tout à l'heure, avec les échelles de Wannier-Stark, on obtient des précisions qui ne sont pas les meilleures par rapport à des interféromètres qui sont très étendus, mais l'intérêt, c'est que c'est des mesures très locales. Mais je vais revenir là-dessus. Là, vous voyez, j'ai indiqué 6-10-6, on peut faire un peu mieux que ça, mais l'intérêt, c'est que c'est une mesure de petit g très localisée. Alors, je vous donne des exemples de résolution numérique, et puis après, je reviendrai aux expériences. Là, que donnent les oscillations de blocs si je me mets dans le régime des liaisons fortes? Là, je vous mets sur des résolutions faites par Hartmann et collaborateurs. Le paramètre pertinent, quand on est dans le modèle des liaisons fortes, c'est simplement simplement la largeur de bande delta E divisée par h bar oméga b, l'énergie associée à la fréquence de bloc. La largeur delta E dans le modèle liaison forte, on a vu tout à l'heure que c'était 4J, 4 fois le coefficient tunnel. Donc le paramètre pertinent, c'est 4J. Et puis h bar oméga b, je vous ai dit que c'était A fois la force. Donc le paramètre pertinent, c'est 4J sur AF. Et ça, si vous vous souvenez du dessin de Wannier de tout à l'heure, malheureusement, l'ordinateur a mangé la bande, ce qu'il y avait écrit ici. Mais 4J sur AF, c'est exactement cette largeur-là. C'est-à-dire que c'est le nombre de sites. Tout à l'heure, ce que je vous avais dit, c'est delta E sur F, c'était cette distance-là. Et si je divise par petit a, qui est la période du réseau, donc c'est le nombre de sites qu'il y a entre ce point-ci et ce point-là. Donc 4J sur AF, c'est le nombre de sites concernés par l'oscillation de bloc. Ça répond un petit peu à ta question, à savoir quelle est l'amplitude de l'oscillation. Donc c'est ce paramètre nu. Donc voilà deux résultats numériques. Le premier qui correspond à ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, et le deuxième qui est peut-être un petit peu plus surprenant. Le premier, c'est celui-là. Donc c'est ce que j'obtiens comme oscillation de bloc si je pars
d'un paquet qui est un paquet gaussien, à cet instant-ci, centré sur le site 0, et j'applique la force, donc, eh bien, ce qu'on voit, c'est l'oscillation du centre de masse du paquet à la période de bloc, hein, au bout d'une période, je suis revenu au départ, et l'amplitude de l'oscillation, eh bien, c'est... alors, ça aussi, ça a sauté. Ah, c'est vraiment pas de chance. Je crois qu'ils avaient pris ici ce paramètre nu égal à 36, et donc, effectivement, l'amplitude d'oscillation, ici, c'est 36. Je passe du site 0 au site 36 à peu près, et ça revient. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on part d'un paquet relativement étendu, c'est-à-dire une cohérence sur plusieurs sites à la fois. Maintenant, oscillation de bloc, si je pars d'un seul site. Donc là, je ne peuple qu'un site. Je mets toute la population sur le site J égale 0. Ah ben là, c'est resté, tiens, c'est bien. Donc nu, ça valait moins 31,6. Je crois que ça valait la même chose dans les deux cas. La seule chose qui change, c'est l'état initial, et la valeur de ce paramètre-là n'est pas la même, mais reste la même. Donc c'est moins 31. Là, vous parlez du site J égale 0. Et il s'agit donc de résoudre le problème. Eh bien, là encore, il y a une fonction de Bessel qui intervient. Vous verrez tout à l'heure pourquoi les fonctions de Bessel interviennent. Elles interviennent dans le problème d'Arimondo, elles interviennent aussi ici. Ce que vous pouvez montrer, c'est que l'amplitude de probabilité partant du site, la fonction de Vannier W0 à l'instant t égale 0, je fais agir l'opérateur d'évolution et je regarde l'amplitude de probabilité sur le site WJ, fonction de Vannier du site J. Eh bien, ça, c'est la fonction de Bessel J, grand J, indice petit j c'est l'indice du site, ici, avec comme argument de la fonction de Bessel, nu, ce coefficient-là qui vaut en l'occurrence 30, fois sinus oméga t sur 2. Je ne le démontre pas, ça, mais un peu plus tard, vous verrez comment est-ce qu'on peut le démontrer, enfin, vous verrez comment les fonctions de Bessel apparaissent naturellement dans ce problème. Bon, ce qui est plus surprenant, c'est ce qui se passe là. Regardez, je mets tous les atomes au point 0, j'applique une force vers le bas, et les atomes, ils n'ont pas du tout envie de partir vers le bas. Ils partent de manière symétrique vers le haut et vers le bas. Après un tantôt B, eh bien, le problème est périodique, donc je retombe sur l'état de départ, à une phase près, et ainsi de suite. Mais ce qui est vraiment étonnant, je trouve à première vue au moins, c'est qu'il y ait cette symétrie parfaite au bas, alors que la force, elle était piquée vers le bas. Voilà. Et c'est ce qu'on trouve numériquement, et c'est ce qu'on trouve expérimentalement. Alors expérimentalement, voilà, je vous le montre, c'est une manip qui vient d'être faite, enfin ça vient de sortir, c'était dans Science l'année dernière, du groupe de Marcus Greiner, le même groupe que celui qui a développé le microscope atomique que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà ces manips. Alors, première manip, celle qui est ici, il n'y a pas de force. Donc, ce qu'a fait Marcus dans cette manip-ci, c'est qu'il a préparé une rangée d'atomes comme ceci. Donc, ça, c'est des sites individuels d'un réseau optique, c'est un réseau 2D, et en jouant avec les hauteurs des barrières, il s'assure que le seul mouvement que les atomes peuvent avoir, c'est un mouvement horizontal. C'est-à-dire que l'effet tunnel d'une rangée à une autre, d'une ligne à une autre, est complètement bloqué parce que la hauteur de la barrière, dans le mouvement vertical, est rédhibitoire. Il n'y a pas de mouvement vertical. En revanche, les atomes peuvent bouger vers la gauche ou vers la droite par effet tunnel, ils peuvent sauter d'un point à l'autre. Alors, je vous répète, hein, je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, ces manips sont faites avec un réseau, avec un saut tunnel raisonnable pour voir quelque chose, et puis à un instant donné, on veut mesurer ce qui s'est passé, donc là, on monte le réseau à une valeur colossale, et on fait de la fluorescence pour voir où sont les atomes. Donc c'est des expériences destructives. On laisse d'abord les atomes évoluer de manière cohérente dans le réseau, sans les regarder, et on les regarde à la fin. Donc, ça, c'est l'état de départ. Ensuite, on laisse les atomes évoluer dans le noir. Enfin, dans le noir, il y a le réseau optique, mais il n'y a pas la lumière de fluorescence. Et puis, on prend une photo après un instant, qui vaut ici 6,6 millisecondes. Donc là, c'est un peu comme les courses de petits chevaux, hein, sauf que là, les chevaux vont aussi bien à gauche qu'à droite. On trouve des atomes qui sont partis ici. Il y en a un qui n'a pas compris qu'il fallait partir. Et puis, il y en a 3 qui sont allés vers la droite. Et si vous faites maintenant une moyenne sur beaucoup de réalisations, eh bien voilà ce que vous obtenez. Donc le temps s'écoule de haut vers le bas. Ça, c'est les atomes au départ. Vous voyez qu'il y a une forte probabilité pour faire ce déplacement-ci, une forte probabilité pour faire le déplacement dans la direction opposée, et puis des interférences au centre. Ça, c'est un joli exemple de ce qu'on appelle les marches aléatoires quantiques. Hein, c'est une marche aléatoire, puisque l'atome peut, quand il est sur le site J, sauter aléatoirement vers J plus 1 et J moins 1, mais il saute de manière complètement cohérente. Donc c'est ça qui fait l'adjectif quantique derrière marche aléatoire. Voilà. Donc là, il n'y a pas d'oscillation de bloc. Maintenant, avec une oscillation de bloc, c'est le même chose, même situation que pour M. Hartmann, sauf que là, c'est une vraie manip, ce n'est pas un calcul. Les atomes partent toujours en ligne ici. Ils peuvent toujours aller soit vers la gauche, soit vers la droite. Mais ce qu'ont fait Greiner et ses collaborateurs à Harvard, c'est qu'ils ont ajouté une force, un tilt du réseau comme ça. Alors la force, ce n'est pas la gradient de champ magnétique. Mais bon,
c'est pareil. Hein. Et donc, ils sont dans un régime où ce paramètre nu, que j'ai introduit tout à l'heure, le nombre de sites visités est de l'ordre de 7. Après une demi-oscillation de bloc, eh bien, ça ressemble étrangement à la courbe obtenue là, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont partis vers la gauche, vers la droite. Mais au miracle, 11 millisecondes après, tout le monde, comme un petit soldat, est revenu se mettre sur la ligne de départ. C'est quand même joli. Il ne faut pas bouder son plaisir. Et voilà donc la moyenne sur un grand nombre de réalisations. Voilà. Comme je disais au départ, pour moi, en termes de physique quantique à une particule, c'est vraiment parmi les choses les plus contre-intuitives qu'on puisse imaginer. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais passer à un deuxième point de vue sur les oscillations de blocs, qui sont les échelles de Wannier-Stark. Oui. Oui. Horizontale, donc. Oui. Mais tu mets des interactions entre les atomes, là. Oui. Bah, si les atomes sont indépendants, même motif, même punition. Oui. Oui. C'est s'il y a des interactions, à ce moment-là, si tu te dis, je prends un isolant de Mott et il y a seulement celui de gauche qui a le droit de bouger, et puis après, celui de droite, celui qui est juste après aura le droit. Là, ça devient. Il y aura souvent des états corrélés intéressants. Mais s'il n'y a pas d'interaction, oui, c'est le scénario que tu viens de décrire qui va se produire. Ouais. Non, enfin, en tout cas, je ne vois pas comme ça, à chaud de. Oui. Bon, on peut en reparler, oui. Oui. Pascal aimerait bien mettre du HBT là-dedans, oui. Oui, d'accord. Écoute, oui. Écris-le, oui, c'est ça. Les échelles de Wannier-Stark, maintenant. Alors, les échelles de Wannier-Stark, c'est un problème, c'est le problème symétrique du problème des oscillations de blocs, mais c'est de se dire, plutôt que de regarder un problème d'évolution temporelle, eh bien, comme toujours en mécanique quantique, pourquoi ne pas chercher tout de suite les états propres du problème complet? C'est toujours les deux points de vue qu'on a face à un problème de mécanique quantique. Ou bien on sait résoudre H0, puis ensuite on ajoute une perturbation dépendante du temps et regarde l'évolution temporelle du système. Ou alors on résout tout de suite le problème H0 plus V, et comme ça on a tout. Alors, question donc, est-ce qu'on est capable de chercher les états propres de l'hamiltonien, P carré sur 2m plus V de x moins Fx? Alors, dit comme ça, c'est un problème très compliqué, parce qu'en fait, il n'y a pas d'état lié dans ce problème. Si je me donne n'importe quelle énergie E, eh bien, en fait, cette énergie E correspondra à un état asymptotiquement libre vers la droite de la particule. Donc, je m'attends à trouver un spectre qui va être un spectre continu, qui va aller de moins l'infini à plus l'infini, et tout ce que je vais trouver, ce sont des résonances de diffusion qui vont pouvoir se produire quand l'énergie que je choisis E correspond à la possibilité pour la particule de passer par effet tunnel à l'intérieur de cette barrière, de faire une résonance ici avec un état quasi lié, et puis de finir par ressortir. Là encore, pour la partie opticienne de l'amphi, c'est l'équivalent d'un Fabry-Perot, où je peux arriver depuis la droite sur mon miroir semi-transparent, et si j'ai choisi la bonne fréquence, c'est-à-dire la fréquence de résonance avec le Fabry-Perot, j'ai un grand facteur de qualité, je fais du build-up là-dedans, et puis ça finit par ressortir. Et donc en balayant la fréquence, ici je mesure des spectres d'Airy et des choses comme ça. Bon, ben, le problème de Wannier-Stark, c'est exactement de ça qu'il s'agit pour cet Hamiltonien-là. Alors, donc c'est un problème compliqué, a priori, si on veut le traiter dans toute sa généralité. Là où il devient beaucoup plus simple et facile à décrire de manière quantitative, c'est si on se limite à une seule bande. C'est-à-dire si on oublie encore une fois ce qui intéressait M. Wannier en 1934, si j'oublie la possibilité de claquage, si j'oublie la possibilité de faire des transitions non adiabatiques vers les bandes supérieures, si je dis que toute la physique intéressante se passe dans la bande fondamentale, ou si vous préférez, dans les deux premières bandes. L'important, c'est de se limiter à un nombre fini de bandes. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai comme problème? Eh bien, j'ai donc mon Hamiltonien de Hubbard, que j'ai écrit tout à l'heure, avec mes sites J, J plus 1, J moins 1, un saut tunnel grand J du site J au site J plus 1, et donc l'idée que je néglige tout ce qui serait bande supérieure, c'est-à-dire que je suppose que je suis adiabatiquement toujours la bande qui est écrite ici en rouge. À ce moment-là, eh bien, il ne va plus y avoir que des états liés, et ces états liés, je vais pouvoir les rechercher. Alors c'est là que les fonctions de Bessel apparaissent, et là, pour une fois, je ne vais pas les admettre, je vais vous montrer pourquoi
est-ce que les fonctions de Bessel apparaissent? Vous allez voir, c'est très simple. L'hamiltonien, donc, c'est quoi? Eh bien, l'hamiltonien, c'est l'hamiltonien qui me décrit le saut tunnel avec un coefficient grand J, saut tunnel de J à J plus 1, c'est ce que j'appelle l'opérateur grand T ici, c'est une sorte d'opérateur de translation de une unité sur mon réseau. T croix, c'est donc le saut de l'autre côté, de J vers J-1. Et puis j'ajoute donc le potentiel linéaire créé par la force grand F, qui, dans ce régime de liaison forte, revient simplement à dire que le site J a une énergie proportionnelle à J. C'est la force. Le potentiel étant moins Fx, donc il est continu dans une version continue, il dépend de la position x. Et là, comme je discrétise, simplement, le potentiel, c'est AJ, la position x du jème site, avec moins F devant. Voilà, donc voilà à quoi ressemble l'hamiltonien que je dois diagonaliser. Et donc, on y va, on écrit, on dit qu'on cherche un état propre qui a une structure, enfin, qui va s'écrire comme combinaison linéaire des WJ, les fonctions de Wannier sur le jème site avec des coefficients CJ. Et quand j'injecte ça dans l'équation valeur propre pour grand H, qu'est-ce que j'ai? J'ai le couple, ici je vais avoir grand ECJ pour le membre de droite, puis à gauche, eh bien, le site J est couplé à J-1 et J plus 1, avec une amplitude moins J, et puis il est aussi, je dois dire qu'il y a une énergie ici qui est proportionnelle à la valeur de petit j, qui est liée à la force grand F, au potentiel créé par la force grand F. Eh bien, tout ce que je vous demande, c'est de regarder cette équation valeur propre, donc qui couple Cj à Cj plus 1 et Cj moins 1, et à lui-même, par rapport à l'équation de définition des fonctions de Bessel. Les fonctions de Bessel sont définies de la manière suivante. Njn est égal à x fois Jn plus 1 plus Jn moins 1. Eh bien, ça, c'est exactement la même chose. Vous voyez, là où j'ai Njn, ici, c'est difficile à dire, ici, j'ai JCJ, et le Jn plus 1 de x et Jn moins 1 de x, c'est le Cj moins 1 et Cj plus 1. Donc, je peux faire une bijection complète en disant que la variable x là-dedans, eh bien, c'est simplement j sur AF, c'est-à-dire que c'est ce qui va intervenir là-dedans. Oui, c'est ça, c'est le x qui vient se mettre ici, c'est j sur AF, je divise tout par AF, donc c'est le x qui se met là, c'est j sur AF. Et ce que j'appelle petit n, donc l'indice de ma fonction de Bessel, eh bien, c'est ce que j'appelle petit j ici. Donc j'ai comme ça, immédiatement, en regardant la solution des fonctions de Bessel, j'ai immédiatement la solution du problème des échelles de Wannier-Stark. Et vous pouvez ensuite reprendre le problème que je vous ai donné tout à l'heure de Hartmann, là, ce qui montre pourquoi les fonctions de Bessel apparaissent. Pour Arimondo, il y avait aussi des fonctions de Bessel. Leur nature est un petit peu différente, mais c'est quand même assez relié. Donc, si vous n'avez pas trouvé le résultat du quiz, vous pouvez vous inspirer de ça pour continuer à chercher. Alors, donc, si je continue la solution de ce problème, donc je reprends là où on en est. Donc, on a les états propres de l'hamiltonien, donc ces fonctions qu'on appelle fonctions de Wannier-Stark, qui sont donc des combinaisons linéaires des WJ avec des poids ici qui sont donnés par les fonctions de Bessel. Donc là, j'ai pris l'état de Wannier-Stark centré sur le site J0, qui va donc être des combinaisons des fonctions de Bessel WJ avec une amplitude qui va dépendre de J moins J0, c'est-à-dire à quelle distance je vais regarder par rapport au site J0. Et comme les dessins valent mieux que des formules parfois, eh bien, si je prends un exemple en prenant pour ce paramètre nu, c'est toujours le même, le paramètre nu, c'est le nombre de sites visités dans l'oscillation AB, c'est toujours la largeur de bande divisée par AF. Je prends 4, et bien voilà à quoi ressemblent ces fonctions de Bessel, là, ces amplitudes. Alors ici, je trace simplement leur valeur absolue. En fait, ils peuvent être positifs ou négatifs, donc je trace simplement leur valeur absolue. Donc là, c'est les coefficients de la fonction de Wannier-Stark centrés sur le site J0. Ici, donc, en fait, il a une amplitude plutôt faible sur le site J0 lui-même, une amplitude assez grande sur le site J0 plus 1 et J0 moins 1, et puis ensuite, ça décroît. Et l'extension de cette chose-là, eh c'est de l'ordre du paramètre petit nu que j'ai choisi, c'est-à-dire que c'est relié à l'amplitude de l'oscillation de bloc, sauf que là, encore une fois, j'ai pris le point de vue recherche des états propres du problème. Si maintenant, vous dites, ce n'est pas J0 qui m'intéresse, mais c'est un autre site, un site par là, par exemple, eh bien, vous allez tomber sur une autre fonction de Wannier-Stark, qui va être en fait exactement la même que la fonction initiale, simplement elle est translatée d'une quantité de 4 sites. Donc si vous remplacez là-dedans J0 par J0 plus 5, ici, eh bien vous décalez tous les poids de 5 unités, mais vous retombez sur la même chose. Alors j'insiste bien sur le fait qu'ici j'ai tracé les modules de CJ. Certains des CJ sont positifs, d'autres sont négatifs, et c'est essentiel qu'il y en ait des positifs et négatifs, parce que cette fonction-là doit être orthogonale à celle-là.
ce sont deux états propres d'un même Hamiltonien, avec deux énergies différentes, donc il n'y a pas de mystère, il faut qu'ils soient orthogonaux. Donc il faut qu'il y en ait qui soient positifs et d'autres qui soient négatifs, sinon je n'arriverai jamais à les rendre orthogonaux. Mais mis à part ça, ce que j'ai représenté là vous donne une idée des états propres du problème complet quand on se limite à la bande fondamentale, dans la limite, encore une fois, de l'Hamiltonien de Hubbard. Alors, c'est une remarque tout à fait très générale, mais c'est une situation assez intéressante parce que on est dans un cas de physique quantique simple, puisqu'on peut tout écrire, tout calculer, où, dans l'approximation à simple bande, on passe d'un problème, quand il n'y a pas de force, où le spectre est continu et borné, c'est la bande d'énergie 4J qu'on a calculée ensemble, le moins 2J cosinus QA, à un spectre, dès que je mets une force, qui devient discret et non borné. Le spectre devient discret, l'écart entre niveaux, c'est le h bar oméga b, c'est la distance en énergie entre J et J plus 1 et J moins 1. Et donc, simplement, le fait de mettre une force non nulle à Hamiltonien change radicalement la nature du spectre. C'est une situation mathématique assez intéressante pour laquelle on peut encore une fois tout calculer. Alors, on peut faire de la spectroscopie de cet état Wannier-Stark. Maintenant qu'on a les états propres de Hamiltonien complet, eh bien, on peut aller les sonder spectroscopiquement. Pour ça, tout ce qu'il faut faire, c'est partir donc de l'Hamiltonien qu'on a su diagonaliser, et puis rajouter une petite perturbation qu'on va rendre dépendante du temps, on va mettre en puissance moins i oméga t, et pour voir quelque chose, eh bien, il faut que le oméga qu'on met ici soit une bonne fréquence, c'est-à-dire que ça crée une excitation qui soit résonante, qui favorise une transition entre un état de Wannier-Stark et un autre. Donc il faut que oméga soit un multiple entier de la pulsation des oscillations de bloc ici oméga b, donc qui représente cette différence d'énergie-là. Et puis évidemment, il faut que j'ai un élément de matrice non nul entre l'état de Wannier dont je parle, le Wannier-Stark dont je parle, phi j, et puis l'état d'arrivée, phi j'. Donc il faut choisir la bonne perturbation. En général, on choisit un faisceau lumineux avec lequel on va faire des transitions Raman. Donc c'est ce qui va se cacher derrière ce W de X là. Et puis on fait un scan en fréquence et on regarde quand est-ce qu'on a résonance, donc quand est-ce qu'on a transition d'un état vers l'autre. Alors je vous donne un exemple qui va revenir sur la mesure de la gravité dont on parlait tout à l'heure et sur la précision qu'on peut avoir. Donc là, ce sont des expériences qui ont été faites par Frank Pera dos Santos au CIRT à Paris, l'Observatoire de Paris. Donc qui ont une vocation métrologique, c'est leur job de faire de la métrologie, donc c'est des gens sérieux. Donc ils sont pris des atomes de rubidium, la pulsation de bloc là ici vaut environ 600 Hz, et donc ils commencent par mettre tous leurs atomes dans un état hyperfin fondamental de l'atome de rubidium, ce que j'appelais l'état G1 ici, et la perturbation W, ça va être une transition Raman qui est donc deux faisceaux laser auxiliaires. Ce n'est pas ceux qui créent le réseau, c'est une paire de faisceaux auxiliaires qui va favoriser le passage de G1 vers G2. Et passage de G1 vers G2 au niveau des états internes, et passage d'un état de Wannier-Stark vers un autre état de Wannier-Stark au niveau externe, au niveau mouvement du centre de masse de l'atome. Et donc, voilà le schéma dont ils partent. Donc ça, c'est G1, donc ça, c'est toujours la même chose, c'est les échelles de Wannier-Stark, c'est le réseau tilté lié à la gravité pour l'état G1, réseau tilté lié à la gravité pour l'état G2, et de manière assez schématique, la pulsation qu'ils vont choisir, c'est celle qui favorise les transitions de Wannier-Stark en site 0 vers Wannier-Stark en site 0, ou en site plus 1, ou en site plus 2, ou en site moins 1, ou en site moins 2. Et le résultat, eh bien voilà ce qu'on obtient. Donc ça, c'est un spectre tel qu'il sort. Donc il balaye ici la fréquence de l'excitation, donc qui s'appelle le désaccord Raman, le désaccord entre le faisceau montant et le faisceau descendant ici. Et il voit des magnifiques pics très bien résolus qui correspondent. Ça, c'est donc la transition Wannier-Stark 0 vers Wannier-Stark 0, 0 vers plus 1, 0 vers plus 2, etc. Et on a là encore un bel éventail de fréquences. Donc on peut pointer très précisément l'écart entre deux pics. Et l'écart entre deux pics, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est encore une fois la pulsation de bloc oméga b. Et la pulsation de bloc oméga b, je vous rappelle, c'est h bar oméga b égale la force, en l'occurrence mg, fois petit a, le pas du réseau. Donc, je connais le pas de mon réseau parce que je connais la fréquence de mes lasers. Donc, en mesurant cet écart en fréquence ici, qui est donc de l'ordre de 600 Hz, eh bien, je suis capable de remonter à petit g. Et ça donne en sensibilité 0,9 10-5, donc c'est la réponse à votre question, 9 10-6
en 1 seconde. Et si on moyenne pendant 1 heure, après c'est une question de signal sur bruit et il ne faut pas que l'expérience dérive, on arrive à une précision de l'ordre de 10-7 en 1 heure. Alors, 10-7 en 1 heure, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Ça dépend évidemment de quel point de vue on se place. Je dirais que ce n'est pas compétitif par rapport à des mesures de petit g avec des atomes froids qu'on laisserait tomber sur une hauteur de l'ordre du mètre. Les meilleurs gravimètres au monde maintenant sont des gravimètres à atomes froids, mais c'est quand on les laisse tomber les atomes sur une grande hauteur et qu'on mesure finalement la vitesse qu'ils acquièrent, mesure par effet Doppler, la vitesse qu'ils acquièrent lors de cette chute. Mais ça nécessite une hauteur d'1 mètre. Et donc là, on peut atteindre quelque chose qui vaut delta G sur G, qui est de l'ordre inférieur à 10-7 en 1 seconde. Donc quand on moyenne sur plusieurs heures, on atteint 10-9. Mais ça nécessite une hauteur de l'ordre du mètre. Là, l'intérêt des manips faites avec des oscillations de blocs, c'est que ça nécessite quelques microns seulement. Donc c'est des mesures extrêmement locales. Si vous voulez mesurer non pas petit g, mais un gradient de petit g, par exemple, créé par des masses auxiliaires que vous approchez, là, à ce moment-là, ça c'est très pertinent parce que c'est une mesure très locale qui se fait sur une échelle de quelques microns. Vous voyez, vos atomes, ils oscillent sur 7 sites du réseau avec un réseau qui a un pas d'une fraction de micron. Donc les atomes, ils oscillent simplement de quelques microns. Donc on a des mesures résolues en espace, certes qui n'ont pas la précision d'interféromètre en chute libre, mais qui peuvent être néanmoins très utiles. Alors ça m'amène aux perspectives et aux applications de ces réseaux, et j'en citerai 2. En plus de les mesures de petit g dont je viens de vous parler. La première, c'est la mesure de H sur M, où H, c'est la constante de Planck et M, la masse d'un atome, pour une espèce donnée, en l'occurrence le rubidium. Et la deuxième exemple, c'est une mesure de force faible au voisinage d'une surface. Mesure de H sur M. Alors, mesure de H sur M, pourquoi est-ce qu'on a envie de mesurer H sur M et comment est-ce qu'on s'y prend? Pourquoi on a envie de mesurer H sur M? C'est pour 2 raisons. D'une part, vous savez probablement qu'il va y avoir une redéfinition de l'étalon de masse qui se profile. Et donc, c'est une partie intégrante de cette mesure, redéfinition de l'étalon de masse. Deuxième chose qui touche peut-être plus le physicien fondamental, c'est aller mesurer la constante de structure fine et aller tester justement soit l'électrodynamique, soit aller au-delà de l'électrodynamique et faire des tests de correction qui peuvent atteindre des recherches de matière noire. Pourquoi ça? La constante de structure fine, déjà, je vous rappelle ce que c'est. C'est les très improprement nommées constantes de structure fine. On devrait dire constante fondamentale des interactions électromagnétiques. C'est quelque chose qui combine donc la charge élémentaire Q, la vitesse de la lumière, donc on est dans l'électromagnétisme, et puis la constante de Planck, donc on est en électromagnétisme quantique. Si vous croyez à l'électrodynamique quantique, la meilleure précision sur alpha à l'heure actuelle, c'est ce qu'on obtient en mesurant l'anomalie gyromagnétique de l'électron. Alors ça, au cas où vous ne sauriez pas tous ce que c'est, l'idée c'est de prendre un électron et de mesurer, de le placer dans le champ magnétique et de mesurer 2 choses, sa fréquence cyclotron et sa fréquence de Larmor. La fréquence cyclotron, c'est donc oméga c égale qb sur m, c'est la fréquence à laquelle le centre de masse de l'électron orbite. La fréquence de Larmor, c'est dire l'électron porte un moment magnétique, et ce moment magnétique placé dans le champ magnétique précesse, et ce moment magnétique précesse à la fréquence de Larmor. Si vous croyez à l'équation de Dirac, vous trouvez que G égale 2, le rapport gyromagnétique vaut 2, ce qui veut dire que l'électron a un spin h bar sur 2, et comme G égale 2, eh bien, la fréquence de Larmor en fait, est égale à la fréquence cyclotron. Donc l'équation de Dirac vous prédit égalité entre fréquence cyclotron, entre 2 choses qui n'ont rien à voir, a priori. Le mouvement du centre de masse de l'électron et puis le mouvement de précession du spin, comme ça. Maintenant, quand vous prenez en compte les corrections liées à l'électrodynamique quantique, eh bien, vous trouvez que G ne reste pas égal à 2, il n'y a pas égalité parfaite entre la fréquence cyclotron et la fréquence de Larmor, de précession du spin. Il y a des corrections qui sont liées à l'électrodynamique quantique, et donc, croyant ces corrections, on mesure l'anomalie gyromagnétique et on en déduit la valeur de la constante de structure fine, parce qu'on peut calculer ces corrections. Alors, il faut aller à l'ordre, je crois que c'est à l'ordre 5 maintenant, ils sont en alpha puissance 5, dans ces corrections. La première correction, c'est simplement alpha sur 2pi, donc celle-là, elle est assez facile à obtenir. La troisième et la quatrième sont nettement plus difficiles. La cinquième, je crois que c'est un tour de force. Donc, en intégrant toutes ces corrections, on peut remonter à une valeur de alpha qui est écrite ici, qui est 0,37 ppb, partie par billion, 10-9, quoi. Maintenant, on peut imaginer de faire des mesures indépendantes de QED, de l'électrodynamique quantique, et pour ça, eh bien, c'est là que H sur M devient intéressant, c'est là que c'est intéressant de mesurer la masse d'un atome.
l'idée est la suivante, c'est de réécrire alpha carré en fonction de choses qu'on connaît bien. Donc la première chose, c'est la constante de Rydberg, qu'on mesure donc, en regardant le spectre de l'hydrogène. Et ça, bon, on a des très bonnes précisions là-dessus, meilleures que ou au moins à ce niveau-là, mais un peu meilleures en fait. La constante de Rydberg fait intervenir la masse de l'électron. Ce qu'il nous faut, nous, c'est H sur M, qui est la masse de l'atome. Donc il faut faire apparaître le rapport M sur ME. Mais ça, on sait très bien mesurer M sur ME en mettant dans des pièges à ions, par exemple, à la fois des électrons et des atomes chargés. On sait le mesurer très précisément, avec une précision meilleure que ça. Et donc il s'agit de mesurer H sur M, au final. Voilà, et c'est de ça, c'est là que les oscillations de blocs sont intéressantes. Il y a d'autres mesures de alpha, hein. Il y a l'effet Hall quantique, mais l'effet Hall quantique n'est pas vraiment compétitif par rapport à ça. Il a 18 ppb au lieu de 0,37, donc c'est pas suffisant. Donc comment est-ce que les oscillations de blocs servent? Eh bien, les oscillations de blocs servent, c'est fait en particulier dans le groupe de François Birabin à Jussieu, à l'Université Paris 6. Ils font des oscillations de blocs en reprenant l'idée initiale de Salomon et de Ryzen de faire des oscillations de blocs dans un réseau accéléré, donc ils balayent les fréquences oméga, les fréquences ou les phases des lasers 1 et 2 ici. Et donc, dans le point de vue que je vous ai décrit tout à l'heure, on a notre électron qui est dans la fréquence accélérée, qui est accéléré par la force d'inertie, ce qui veut dire qu'en fait, il reste immobile dans le référentiel du laboratoire. Et puis, quand les faisceaux ont la bonne fréquence, ils subissent cet effet absorption-émission stimulée, qui lui fait gagner 2 H bar K, puis il recommence, puis de nouveau 2 H bar K, etc. Et on peut comme ça communiquer à l'atome un nombre donné de multiples de 2 fois H bar K. On peut faire 1000 fois, 1200 fois, 1218 fois ce cycle de 2 H bar K en faisant 1218 oscillations de blocs. Donc on est capable de donner à l'atome, partant d'un atome avec une impulsion initiale donnée, d'être sûr que l'atome a effectué 2 n H bar K avec n de l'ordre de plusieurs milliers. Et donc avec ça, tout ce qu'il faut faire à la fin, c'est toujours avec des transitions Raman, là je vous passe les détails, mais mesurer finalement la vitesse qu'a acquise l'atome après ces 2n oscillations de blocs, ce gain de 2n H bar K, et en inversant cette relation, donc la fréquence de résonance de l'atome avant et après, donc ce que j'ai appelé ici oméga P, oméga 2P à cause de l'effet Doppler, donc oméga qui dépend de l'impulsion finale, moins oméga qui dépend de l'impulsion initiale, sur 2n, donc le nombre d'oscillations de blocs qui est plusieurs milliers, les cas des vecteurs du laser, eh bien ça me donne H sur M. Je ne fais pas le calcul, mais vous aurez les notes, et si vous voulez le refaire, c'est tout à fait commode. Enfin, il n'y a aucune difficulté là-dedans. Donc l'idée, c'est finalement de mesurer la fréquence des lasers nécessaires pour faire la transition initialement et finalement, et puis compter combien on a fait d'oscillations de blocs, et on en déduit H sur M. Alors il y a des raffinements, évidemment, comme toujours en métrologie, même si on part d'une expérience qui a l'air très simple, en fait, pour éliminer les effets systématiques, il y a plein d'effets croisés. Donc, dans les toutes dernières expériences qui sont faites, en 2011, c'était un réseau vertical. Ils faisaient accélération soit vers le haut, soit vers le bas pour éliminer les effets liés à la gravité. Ils avaient rajouté un schéma interférométrique pour améliorer encore la précision de P initial et de P final. Toujours est-il qu'avec ça, ils aboutissent à H sur M pour le rubidium, qui est écrit ici. Ça se mesure en mètres carrés par seconde. C'est à 1,2 ppb, sachant que c'est alpha carré qui dépend de H sur M. La précision qu'on obtient sur alpha, eh bien, en fait, elle est 2 fois meilleure, et ça reste ça l'effet dominant, c'est-à-dire que ça reste H sur M connu, donc enfin, racine de H sur M qui va être connu, lui, à 0,6 ppb. Ça reste ça l'effet dominant. Le reste, là, la constante de Rydberg et puis le rapport M sur ME contribuent pour 0,4 ppb, mais vous savez qu'il ne faut pas additionner les incertitudes. Ça s'additionne en valeur quadratique, donc 0,6 plus 0,4, ça fait 0,6 à peu près. C'est le théorème de Pythagore bien compris. Enfin, ça fait 0,66. Voilà. Donc ça améliore d'un facteur 7 la connaissance qu'on avait avant. C'est complètement compatible avec les calculs actuels de l'anomalie gyromagnétique. Donc du coup, eh bien, comme dans cette anomalie gyromagnétique, on en est maintenant au stade où les simples calculs d'électrodynamique quantique, c'est-à-dire le développement d'alpha, ne suffit pas. Il faut rajouter, en plus de l'ordre 5 que je mentionnais tout à l'heure, il faut rajouter la contribution des muons, des hadrons. Il faut aussi éventuellement, ça peut également permettre de mettre des contraintes sur une structure de l'électron qui intervient dans certains paramètres de modèles de matière noire. Et bien donc, la comparaison entre cette mesure indépendante de calcul d'électrodynamique quantique et puis la mesure de G-2, et ça permet de mettre des tests assez forts sur les théories qu'on a de physique des particules. Voilà, comme quoi les oscillations de blocs mènent à tout, quand on les prend de ce point de vue-là. Autre chose, et je m'arrêterai là, mais c'est aussi une jolie application,
l'idée de base, hein, ça vous l'avez compris, c'est que donc, finalement, l'oscillation de bloc, ça consiste à connecter une mesure de force et une mesure de fréquence. Et s'il y a une chose qu'on apprend dans les cours de physique atomique ou de métrologie, c'est que la seule chose qu'on sait bien mesurer, c'est les fréquences. Donc, l'intérêt des oscillations de bloc, c'est de convertir une mesure de force qui n'est jamais facile à faire en une mesure de fréquence que normalement on sait bien faire, surtout si on a des lasers pour les faire. Et il y a eu une proposition assez jolie qui n'a pas encore été implémentée à ma connaissance, mais je sais qu'il y a des projets en cours dans plusieurs laboratoires, de Carusoto et al., qui est de voir si on peut mesurer avec les oscillations de bloc des forces très faibles, type force de Casimir-Polder ou force de Van der Waals-London, ça dépend dans quel régime on se place, au voisinage d'une surface. Donc c'est des déviations à la gravité liées à la présence de corps matériels. Alors en l'occurrence, eh bien, ce qu'ils ont proposé, qui est très, très pertinent, c'est de se dire, j'utilise un miroir pour faire mon oscillation de bloc, je vais préparer mes atomes au voisinage immédiat du miroir, et je vais mesurer finalement la période d'oscillation de bloc ici, et la comparer à celle que j'obtiendrai un petit peu plus loin, à 10 microns, à 20 microns, à 30 microns. Et je peux comme ça remonter à la force exercée par le miroir sur mes atomes. Alors, cette manip a été faite, donc, enfin non, pardon, cette proposition a été faite et le calcul a été fait. La manip n'a pas été faite. Cette proposition a été faite, ils ont fait le calcul et ils ont trouvé que la variation delta oméga B sur oméga B, ça variait comme 0,17 sur D, la distance au miroir. C'était dans le régime de Casimir-Polder qui se sont placés. Et donc, ça fait une correction de l'ordre de 10-5 si je me mets à 10 microns, ce qui est tout à fait envisageable. On peut même se mettre plus près, sachant qu'on a vu qu'une précision de 10-7 était tout à fait atteignable. Donc, on peut comme ça espérer aller faire des mesures assez fines de déviation liées à la gravité, liées à ces forces créées par les surfaces. C'est difficile, oui. Alors, je sais qu'au CIRT, ils ont des projets. Je sais qu'il y a des projets à Stanford aussi là-dessus. Je n'ai pas vu de résultats publiés récemment. Mais bon. Astrid Lambrecht et Serge Reynaud ont aussi travaillé là-dessus, sur des problèmes un peu voisins. Ils sont spécialistes, Astrid et Serge sont spécialistes des forces de Casimir-Polder. Ils ont d'autres propositions un petit peu différentes, mais ils ont aussi regardé ça. Voilà. Il ne faut pas que je cite que le LKB, quand même, sinon ça ne va pas. Donc, là, j'ai cité Carusoto. Voilà, bon, il me reste à peu près 25 minutes, là, c'est ça, hein, 25 minutes, oui. Donc, je voudrais arriver au dernier point, qui est passer maintenant à la physique à 2 dimensions. J'ai parlé que de réseau à 1 dimension jusqu'à maintenant, donc j'aimerais passer à 2 dimensions et parler un petit peu de graphène et comment est-ce que les oscillations de blocs permettent d'aller regarder la structure de bande, et en particulier la structure de bande d'un matériau qui est bien connu, mais qui est une structure de bande très, très spéciale, qui est le graphène. Alors le graphène, je ne vais pas faire un grand exposé dessus, hein. Vous savez tous que sur le plan chimique, c'est quelque chose de fascinant. Il y a eu un prix Nobel de chimie qui lui a été attribué. C'est donc un matériau qui est à 2 dimensions, composé uniquement de carbone. C'est un matériau qui a des propriétés vraiment chimiques tout à fait extraordinaires. Le point qui va nous intéresser ici, c'est sa structure de bande, et le fait donc que dans cette structure de bande, il y a ce qu'on appelle des points de Dirac, qui correspondent à une physique très, très différente de la physique habituelle pour les électrons dans les bandes. Alors, le graphène, je l'ai représenté ici. Donc là, c'est vraiment ceux qui sont spécialistes du graphène, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Hein, c'est un exposé très basique pour ceux qui ont un peu oublié à quoi ça ressemblait. Donc, c'est un matériau qui a une structure hexagonale. Et la première chose qu'on voit quand on regarde le graphène comme ça, c'est qu'on voit qu'il y a 2 types d'atomes là-dedans. Si j'ai dessiné mon graphène comme ça, je vois en particulier des segments horizontaux, et je vois que je peux classer l'atome en 2 catégories, ceux qui sont à gauche d'un segment horizontal et ceux qui sont à droite d'un segment horizontal. Donc, ma cellule unité de base va contenir 2 atomes, un atome de type A, un atome de type B. Alors, cette structure unité, elle a une structure de losange, comme ça, c'est-à-dire que si je prends une structure de losange comme celle-ci, eh bien, si je la répète par translation, je génère tout mon réseau. Voilà un exemple. J'ai mis les 2 cellules adjacentes, celle-ci et celle-là. Alors, quand on voit ça, ce qui est remarquable aussi, ce qui va jouer un rôle important dans la suite, c'est que si je me limite à des sauts entre proches voisins, si je prends l'atome B de la cellule dont je suis parti, cet atome B, il est couplé à 3 atomes de type A, un atome dans la cellule de départ, ici, donc ça c'est son partenaire, je dirais, et puis il est couplé à un atome A de la cellule voisine en haut à droite,
et un atome A de la cellule voisine en bas à droite. Évidemment, même chose, si je prends l'atome A de ma cellule de départ, il est couplé à 3 atomes B, son partenaire dans la cellule de départ, un atome B en haut à gauche, un atome B en bas à gauche. Voilà, donc ça c'est ce qui est écrit ici. Chaque site A est couplé à 3 sites B, chaque site B est couplé à 3 sites A. Alors je peux introduire des vecteurs de base, U1 et U2, comme ça, qui sont les quantités dont je dois translater ma cellule unité, et je peux donc comme ça repérer la position d'une cellule unité par deux entiers, A fois JU1 plus LU2, JL sont deux entiers. Et donc pour dire ce qu'est un atome, je dois dire si c'est un atome de type A et de type B, de dire dans quelle cellule il se trouve. Et donc, le théorème de Bloch, qui va évidemment s'appliquer à ce réseau périodique, me dit que je dois chercher les états propres de l'hamiltonien sous forme de fonctions de Bloch. Et ces fonctions de Bloch, elles sont un tout petit peu plus compliquées que pour le modèle de Hubbard de tout à l'heure, parce que dans le modèle de Hubbard tout à l'heure, j'avais juste un atome par site. Maintenant, j'ai deux atomes par site, un atome de type A, un atome de type B. Donc, ce que me dit le théorème de Bloch, c'est que maintenant, mes états de Bloch, je dois les chercher comme somme sur toutes les cellules J et L, donc les deux entiers JL que j'ai introduits ici. Mon nom de plane est puissance IQ scalaire R indice JL, la position du centre de la cellule ici. Et puis, une combinaison linéaire avec des coefficients alpha Q, alpha Q, de l'atome A de la cellule JL et de l'atome B, enfin la fonction de Wannier associée à la cellule A, à l'atome A dans la cellule JL, la fonction de Wannier associée au site B de la cellule JL. Voilà, donc ça c'est vraiment une duplication de ce qu'on a fait pour le modèle de Hubbard, mais c'est juste deux atomes par site au lieu de 1. Et donc, du coup, le problème aux valeurs propres, qui dans le modèle d'Hubbard était presque trivial, je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous ne croyez pas au théorème de Bloch, il suffit de reporter l'hamiltonien et vous trouvez tout de suite que c'est effectivement la fonction de Bloch que je vous avais proposée était bien état propre. Là, c'est un tout petit peu plus compliqué. Je vais reporter ça dans l'hamiltonien et je vais avoir une matrice 2 par 2 à diagonaliser parce que l'atome A va être couplé aux atomes B voisins, comme je l'ai dit ici, l'atome B sera couplé aux atomes A voisins. Mais c'est à peine plus compliqué. Une matrice 2 par 2, ce n'est pas beaucoup plus compliqué qu'une matrice 1 par 1. Les matrices 1 par 1, on ne peut pas faire plus simple, je suis d'accord. Mais bon, les matrices 2 par 2, c'est quand même pas bien méchant. Alors voilà, donc là j'ai résumé ce qu'il s'agit de faire. J'ai remis la forme de Bloch ici. Le problème aux valeurs propres pour un quasi-moment Q donné, c'est donc pour les coefficients alpha Q et bêta Q écrits sous forme de vecteur colonne, la matrice 2 par 2 H de Q qui est ici doit être égale à l'énergie E de Q fois le même vecteur colonne. À quoi ressemble H de Q? Eh bien, H de Q, donc, je vais mettre en haut à gauche ici l'énergie de l'atome A, enfin de l'atome A, d'un atome sur un site A. Ici en bas à droite, je mets l'énergie d'un atome sur le site B. Et puis F de Q ici, ça va être comment est-ce qu'un atome de site B se couple à ses trois voisins de type A. Donc F de Q, à quoi ça va ressembler? Eh bien, je vais avoir le coefficient tunnel moins J au départ, puisque c'est ça que je suis en train d'écrire ici. Et l'atome B, donc, à quoi est-ce qu'il est couplé? Il est couplé d'une part à l'atome A dans la même cellule unité, donc ça me donne simplement 1. Et puis, il est couplé à l'atome A dans la cellule unité qui est décalée du vecteur U1. C'est cet atome-là. Là, je suis en train de vous décrire ce segment-ci. Donc, c'est puissance IA Q scalaire U1. Et puis, de la même façon, ici, j'ai IA Q scalaire U2 pour cette transition BA. Donc, la fonction F de Q, c'est ça. Ça me décrit le couplage de B vers A. F étoile va me décrire le couplage de A vers B. J'ai bien quelque chose qu'un hamiltonien hermitien, c'est la moindre des choses, si je veux des valeurs propres réelles. Et puis, à ce stade, il n'y a rien qui permet de différencier l'énergie du site A du site B. Donc, EA est égal à EB est égal à epsilon 0. Donc, matrice 2 par 2A diagonalisée, mais enfin, on ne peut pas faire plus simple, puisque les coefficients diagonaux sont les mêmes. Les valeurs propres sont simplement epsilon 0, plus ou moins le module de cette fonction f de q. Fonction, donc, qui est une fonction complexe. Q est un vecteur à deux dimensions, qx, qy, et f de q est une fonction complexe d'un vecteur à deux dimensions. Donc, j'ai deux valeurs propres, donc deux bandes. C'est normal, je suis parti d'une cellule unité avec deux sites, donc j'ai deux bandes. J'aurais eu 4 sites, j'aurais eu 4 bandes possibles. Le point clé dans la physique du graphène, c'est que ces deux bandes, il y en a une qui est au-dessus de l'epsilon 0, l'autre qui est en dessous de l'epsilon 0, mais il y a des points où f de q s'annule, donc il y a des points où les bandes touchent. Et toute la physique intéressante, enfin, non, il y a beaucoup de physique intéressante qui n'est pas là, mais une grande partie de la physique intéressante du graphène, en tout cas celle qui a été le plus popularisée au début, c'est le fait que ces deux bandes peuvent se toucher et se touchent d'une manière non triviale. La manière dont elles se touchent, eh bien, c'est ce qui est représenté ici. Donc, je vous rappelle que ça correspond à des points de la zone du Brillouin, c'est-à-dire des points de quasi-moment Q pour lesquels cette fonction f de Q s'annule. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc ici, vous avez la bande
epsilon 0 moins module de f de q, ici epsilon 0 plus module de f de q, et puis ici vous avez un zoom sur un point où f de q s'annule, et le point où f de q s'annule, eh bien c'est donc un point où une fonction complexe f de q, fonction dépendante de qx et de qy, s'annule. Alors là, je n'ai pas de tableau pour le prouver, mais c'est quelque chose qui va revenir souvent dans les suites des cours, en particulier quand on regardera la structure des vortex dans des fonctions non complexes. C'est que quand vous prenez une fonction complexe à deux variables, qx et qy, comme ça, la structure d'un zéro, sauf cas très particulier, c'est une structure de vortex. C'est-à-dire que vous avez en généralement un point où ça vaut 0, et si vous regardez la phase, quand vous tournez autour de ce point, eh bien cette phase tourne de 2π dans le sens aiguille d'une montre, ou de 2π dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire que si je fais une linéarisation de f de q au voisinage d'un 0, j'appelle delta q l'écart au point où ça vaut 0, au 0, le q d'Irac ici, eh bien ça a une structure du type delta qx plus ou moins i delta qy à une phase globale près. Donc le 0 a une structure très particulière, cette structure d'enroulement d'une phase de 2π autour du 0. Et donc ça donne un spectre en énergie, et plus généralement cette propriété d'enroulement de phase, ici, ça donne un spectre en énergie, un enroulement de phase qui est tout à fait similaire à ce qui se passe pour l'équation de Dirac, en particulier l'équation de Dirac à deux dimensions pour une particule sans masse. Donc on appelle ça un point de Dirac pour cette raison-là, et ce point de Dirac ici donne naissance à des propriétés très spéciales des électrons qui sont au voisinage de ce point-là. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais si vous regardez par exemple l'effet Hall quantique associé à ces points, eh bien, ça donne naissance à un effet Hall, des niveaux de Landau qui n'ont pas du tout la structure habituelle de ceux auxquels on est habitué pour un électron standard, si je puis dire, dans un champ magnétique. Voilà. Donc ce qui va nous intéresser, nous, ce n'est pas l'effet Hall quantique associé au graphène, mais c'est simplement voir si on sait réaliser ça avec des atomes froids et aller sonder cette structure de bande très particulière. Alors question, comment est-ce qu'on peut implémenter une structure de type graphène avec des atomes froids? Alors la première chose qu'on peut faire, et ça a été fait à Hambourg, à Munich, même maintenant dans d'autres laboratoires, c'est de prendre des réseaux triangulaires, enfin prendre trois faisceaux à 120 degrés l'un de l'autre. Donc ça, on fait un réseau optique triangulaire. Ici, je vous représente une structure qu'on réalise avec ça. Et ça, eh bien, ça réalise donc effectivement un graphène. Ici, j'ai un atome qui couple à ses trois voisins, etc. Donc ça marche bien. Oui, alors après, il faut effectivement s'assurer qu'on passe à deux dimensions. Oh, oui, tu as raison. Il faut geler la troisième direction, ou alors il faut faire des tubes et se dire que la physique des tubes est la même que la physique d'un site isolé, ce qui n'est pas toujours évident. Oui, absolument. Mais bon, il y a certains cas, pour ce que je vais décrire, par exemple, ce n'est pas grave d'avoir un tube. Un tube est oui, c'est pas important. Autre possibilité, c'est ce qui a été fait à Zurich, c'est un réseau mur de briques. Alors j'ai choisi de vous présenter le réseau mur de briques, d'abord parce que historiquement c'est le premier qui a montré ces points de Dirac dans des systèmes d'atomes froids, et puis parce que ça illustre bien aussi la flexibilité qu'on a pour construire des réseaux optiques un petit peu compliqués. J'ai eu la question tout à l'heure, est-ce qu'on est limité à des réseaux carrés ou cubiques? Puis là vous allez voir comment avec le réseau cubique on peut aller changer certains liens dans un réseau par rapport à d'autres. Alors, c'est quoi un réseau mur de briques? Eh bien, un réseau mur de briques, ça consiste à partir d'un réseau carré, comme ceci, et de supprimer la moitié des liens horizontaux. Je ne touche pas aux liens verticaux. Tous les liens verticaux, toutes les lignes verticales vont rester telles qu'elles étaient au départ. Mais dans les liens horizontaux, je vais supprimer celui-ci, je vais supprimer celui-là, je vais supprimer celui-ci, celui-là. Voilà. Donc, j'obtiens l'équivalent d'un mur de briques. Si un maçon voit ça, il va vous dire que votre mur ne va pas tenir. Un vrai mur de briques, il faut le tourner de 80 degrés si vous voulez qu'il tienne. Mais bon, on n'est pas là pour faire de la maçonnerie, donc on va prendre le réseau de murs de briques comme ceci, c'est plus simple pour une notation. Une chose qui est particulière à ce réseau-là, c'est que une fois que j'ai fait ça, que j'ai dissymétrisé complètement les lignes X et Y, eh bien, en fait, j'ai vraiment deux coefficients tunnels. C'est-à-dire que j'ai un coefficient Jx qui est associé aux liens horizontaux restants, ceux que je n'ai pas éteints, et puis j'ai un coefficient tunnel JY associé aux liens verticaux. Il n'y a pas de raison que JX soit égal à JY. Vous allez voir qu'effectivement, c'est un paramètre de contrôle dans l'expérience. Et par ailleurs, ce que vous voyez, c'est que ça, c'est topologiquement équivalent au graphène. L'atome B qui est ici, donc un élément qui est à droite du segment horizontal, il est couplé à trois atomes A, celui-ci, celui-là, celui-là, etc. Il suffit d'étirer un petit peu, je lâche le micro, mais si j'étire comme ça, je retrouve le graphène. Bon, cette longueur-là n'est peut-être
si elles peuvent être égales, si, oui, tout va bien. Enfin bon, voilà, c'est possible de retrouver le graphène. Mais en tout cas, ah ben, ça va venir, ça va venir. C'est là que l'ingénierie des réseaux optiques arrive. Tu vas voir, c'est un joli jeu sur les ondes stationnaires. Comment supprime-t-on les liens? Voilà. Mais d'abord, d'abord les points de Dirac dans le réseau mur de briques. Ils sont bien là, les points de Dirac, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas là. Simplement, le calcul sont plus faciles que dans le graphène parce que les vecteurs A1 et A2 qui génèrent les cellules unités sont orthogonaux entre eux. Donc, vous ne traînez pas tous les racines de 3 sur 2 que vous avez parce que quand vous êtes à 120 degrés, là, tous les angles valent 80 degrés. Donc, ceux qui veulent poser ça en problème d'examen, c'est plus simple à poser. Les élèves souffriront moins avec ce réseau-là. Donc, la fonction f de q que j'avais tout à l'heure, eh bien là, elle vaut jx pour les liens à l'intérieur d'une cellule. Et puis, ça vaut jy puissance IA1 scalaire Q et puissance IA2 scalaire Q pour le lien de l'atome B ici vers l'atome A qui est là et l'atome A qui est là. Voilà, donc c'est très simple d'avoir la fonction f de Q. Là, c'est facile de trouver ces zéros particuliers, puisque les zéros, je vous rappelle, c'est là que les points de Dirac vont apparaître. Donc il faut que j'annule cette fonction complexe-là. Donc pour que la partie imaginaire soit nulle, je n'ai pas le choix, il faut que le sinus de AQX soit nul, ce qui veut dire que QX doit être égal à 0 modulo pi sur A. Et puis pour que la partie réelle soit nulle, à ce moment-là, donc puissance Kx va devenir cosinus Kx. Donc il faut que cosinus AQX, cosinus AQY soit égal à moins Jx sur 2Jy. Donc le point important dans ce que je veux dire, c'est qu'en changeant le rapport Jx sur Jy, je vais bouger la position dans la zone du brilloin des points où ça s'annule. C'est-à-dire que je choisis une valeur donnée de Jx sur Jy et je peux donc trouver le point Qx, la position Qx, Qy où c'est 0. Alors Qx, je n'ai pas le choix parce que je dois avoir sinus AQX égale 0, donc je vais bouger AQY. C'est ce qui est représenté sur ce graphe-là. Si vous regardez de plus près, donc, ce que j'ai en bas ici, ce que j'ai ici, c'est le produit de deux cosinus. Le produit de deux cosinus, ça vaut toujours quelque chose qui est entre moins 1 et plus 1. Donc si jamais je prends Jx trop grand, plus grand que 2Jy, je n'aurai pas de solution. Et si je prends Jx inférieur à 2Jy, à ce moment-là, j'ai une solution. Et cette solution, elle est où? Alors voilà ma zone de brilloin ici, ma première zone de brilloin. Sinus AQX égale 0, je vous l'ai dit, ça donne QX égale 0 modulo pi sur A, donc je n'ai pas le choix, il faut que je me mette sur cet axe-là. Et ensuite, quelle est la valeur de QY? Donc c'est sur l'axe QX égale 0. Il faut que je prenne AQY égale ça, donc ça me fait 2 points situés de part et d'autre, ici de l'origine. Et si j'augmente JX trop, eh bien, ces 2 points vont se rapprocher, celui-là va monter, celui-là va descendre. Donc j'en ai un qui va se trouver ici et l'autre qui va se trouver là, mais en fait ça, c'est jamais rien. Ces 2 points-là sont absolument équivalents, du point de vue zone de brilloin. Donc en fait, ils fusionnent, et puis quand je monte encore JX, ils disparaissent. Voilà, donc j'ai possibilité de bouger les points de Dirac et de les faire fusionner et faire disparaître comme ça. Chose qui est plus difficile à faire dans le graphène réel, avec le matériau graphène. Alors, oui, c'est ce que je viens de dire. Maintenant, la question de Michel, comment est-ce qu'on fait pour annuler des liens avec des réseaux? Alors là, c'est un petit peu compliqué, donc vous attachez votre ceinture. Il va y avoir 2 ondes stationnaires et 4 termes. Première onde stationnaire, c'est une onde intense le long de l'axe X. Donc c'est celle que j'ai notée X bar ici. Je reprends les notations du groupe de Hesslinger qui a fait ça donc à Zurich. Donc c'est une onde stationnaire le long de X que j'écris cosinus carré Kx plus θ sur 2. Θ, il peut être changé, donc c'est la phase du réseau en ce point-ci que je peux déplacer légèrement en changeant la fréquence et en tirant parti de la différence de chemin de l'onde aller ici qui arrive et de l'onde retour qui va se réfléchir sur le miroir et qui revient. Pour le moment, on va prendre θ égale pi, donc ici θ sur 2 vaut pi sur 2, donc ça va être sinus carré Kx, comme ce que j'ai pris jusqu'à maintenant. Mais tout à l'heure, θ pourra revenir et servir de variable, vous allez voir. Ensuite, on envoie une paire d'autres ondes, une paire selon X ici, et une double paire, donc une onde stationnaire selon X, une onde stationnaire selon Y, toujours avec des miroirs. Alors cette paire d'ondes, elle est verrouillée en phase, de telle sorte que je génère quelque chose qui est en cosinus carré Ky, c'est celle-ci, je génère quelque chose qui est en cosinus carré Kx, c'est ça, et puis j'ai les interférences entre l'onde venant en X et l'onde venant en Y, c'est pour ça que c'est important de les verrouiller en phase, pour qu'elles interfèrent de manière raisonnable, qui me génère quelque chose qui est en cosinus Kx, cosinus Ky. Donc ça, c'est les 4 termes dont je vous parlais. Ça devient compliqué, hein, je vous l'avais dit. Vous avez 3 termes ici, et puis un là-haut. Alors, on choisit les intensités de Y et de X telles que, en fait, le Vx qui est là,
est petit devant le racine de Vx, Vy qui est ici, lui-même petit devant le Vy qui est là. Et ce Vy là est lui-même petit devant le V de x bar que j'ai qualifié d'intense. Donc j'ai 4 termes, dont celui-là qui est le plus petit. Donc comme il est petit, on le néglige. Ça n'en fait plus que 3, c'est bien suffisant. Alors regardons ce que ça donne, ces 3 termes. Les 2 premiers, celui que je vous ai écrit ici, qui est devenu un sinus carré kx, parce que j'ai pris θ égale pi, et celui-là, eh bien ça, tout va bien. J'ai mon réseau carré, sinus carré kx, cosinus carré ky. Le point, c'est que c'est lui qui va venir m'annuler certains des liens. C'est lui qui va venir jouer le rôle pour éteindre des liens. Alors, comment est-ce que ça se passe, ça? Donc, je repars. Là, je vous ai mis que les 2 premiers, sinus carré kx, cosinus carré ky. Et maintenant, on veut passer de ça à ça. Donc, on veut ajouter quelque chose qui est en cosinus kx, cosinus ky. Et c'est là qu'il faut regarder où sont centrés les liens. Alors, si vous prenez les liens qui sont centrés au point cosinus kx, cosinus ky égale plus 1, par exemple, x égale 0, y égale 0, je pense à ce lien-là, par exemple. Quand j'ajoute ceci, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais ajouter quelque chose de négatif au potentiel. Donc, je vais abaisser la hauteur de potentiel entre ce site-là et ce site-là. Le terme que je rajoute en cos kx, cos ky m'abaisse la barrière de potentiel ici. Donc, il renforce l'effet tunnel de ce site-ci à ce site-là. Donc, c'est ce que j'ai représenté ici par une barre assez épaisse. Si je prends un lien qui est en cosinus kx fois cosinus ky égale 0, ici, par exemple, ce lien-là, qui est centré sur x égale pi sur 2, hein, eh bien, lui, ce terme-là va valoir 0, donc je ne vais pas changer l'effet tunnel. Donc, l'épaisseur des lignes verticales, qui en fait sont toutes dans ce cas-là, elle est inchangée. Donc, c'est toujours un trait, mais c'est un trait fin. Et puis, enfin, les liens qui sont centrés en cosinus kx fois cosinus ky égale moins 1, par exemple, si je prends x égale pi, y égale 0, celui-là, ou alors si je prends y égale pi, x égale 0, celui-là, eh bien ceux-là, au contraire, le produit des cosinus vaut moins 1, mais comme j'ai un moins ici, la hauteur de la barrière est augmentée, c'est un terme positif, et donc je bloque l'effet tunnel le long de ce lien-ci ou de ce lien-là. Donc je peux carrément l'oublier. Et voilà comment est-ce qu'on arrive au réseau mur de briques. Vous voyez, ce n'est pas très simple, mais ce n'est pas non plus inconcevable. Hein. Faut prendre une feuille et puis y aller posément. Il faut bien jouer avec ces ondes stationnaires, les verrouiller en phase, comme j'ai dit, et on arrive comme ça à faire de l'ingénierie non triviale des réseaux optiques. Et alors après, ben, qu'est-ce qui nous reste à faire? Eh bien, il nous reste à exploiter ces oscillations de blocs pour aller sonder si on a ou non des points de Dirac. Et le point qu'on va exploiter, c'est de se dire, eh bien, les oscillations de blocs, ça consiste à se balader dans la zone de Brillouin. Quand on l'a fait à une dimension, on explorait toute la zone de Brillouin, puisqu'il était un D. À 2D, on a un plan à notre disposition. On prépare une petite pastille dans ce plan, et en appliquant des forces, eh bien, je vais bouger cette pastille dans la direction de la force. Donc, je vais pouvoir aller passer au voisinage du point de Dirac, et dans des manipes ultérieures, je peux essayer d'en faire le tour, et ces choses-là. D'accord ? Donc, les oscillations de blocs, c'est un moyen pour aller, en partant d'un système localisé dans la zone de Brillouin, aller explorer ce qui se passe dans d'autres points de la zone. Et la particularité du point de Dirac, eh bien, c'est qu'en un point de Dirac, là, je suis sûr qu'il n'y aura pas de suivi adiabatique. Si je pars de la bande du bas et que j'arrive à un point de Dirac, là, comme je n'ai pas d'anticroisement, eh bien, je vais traverser le point. Alors que si je ne passe pas en un point de Dirac, là, j'ai un croisement évité et je peux avoir un suivi adiabatique. C'est le suivi adiabatique qu'on a utilisé jusqu'à maintenant. Donc, c'est ce qui va être fait dans la manip d'Esslinger. Donc, je vous présente la manip qu'il va faire. La pastille dont il part, elle est ici, centrée dans la zone de Brillouin, en voisinage de Q égale 0. Les points de Dirac sont situés ici et puis là. C'est la résolution qu'on a faite il y a quelques minutes. On va appliquer une force le long de l'axe X, comme ceci. Donc, j'arrive ici, je continue tout droit. Alors, si j'aurais pu adopter la convention de zone dépliée, mais là, si je fais une zone repliée, ce point-ci, ici, eh bien, en fait, c'est simplement ce point-là qui est ici. Hein. Vous imaginez par la pensée que vous bougez ce rectangle-là et que vous le mettez ici. Donc, arriver ici, c'est arriver en bas à gauche du rectangle qui serait ici. J'arrive en bas à gauche ici. J'arrive là. Alors, j'arrive là. Donc, ça, c'est quoi ce point-là? Eh bien, en fait, si vous regardez, c'est ce point-ci. Donc, vous revenez sur vos pas. Donc, l'oscillation de bloc à 2 dimensions, c'est ça. Je reviens ici, je reviens là, et je peux osciller comme ça indéfiniment. Je peux osciller indéfiniment parce que j'ai pris soin d'éviter le point de Dirac. Si maintenant, au contraire... alors, est-ce que ça va s'afficher? Non, ça ne peut pas afficher. Ouais. Ah, à côté, oui, ben voilà, c'est ça, il semble bien que je l'avais préparé. Si je pars d'ici,
là, qu'est-ce que j'arrive ici, je ressors là, et là, pof, je tape sur le point de Dirac, je passe dans la bande supérieure, et ça, grâce à la technique de cartographie de bande, voilà, je vais pouvoir le voir. Donc voilà les manips. Je ne vais pas passer longtemps là-dessus, hein, je vois que le temps est presque écoulé, mais voilà à quoi ça ressemble. Donc le point de départ, il est ici. Donc on applique une force dans la direction horizontale, comme ceci. Et ça, c'est après une période de bloc. Donc les atomes du centre sont revenus au centre. Les atomes qui sont partis bien à l'extérieur sont revenus ici. Mais les atomes qui étaient là ou là, qui ont eu la mauvaise idée d'aller taper, après une demi-oscillation, dans le point de Dirac qui était situé ici et puis là, eux, ils sont passés dans la bande supérieure. Vous les retrouvez aux quatre coins là. Donc voilà comment la cartographie de bande vous permet de retrouver ces points de Dirac. Alors, on n'a révélé qu'une chose, là. On a révélé le fait qu'il n'y avait pas d'anticroisement évité. On n'a pas révélé la structure de vortex, l'enroulement de phase de 2π autour de ces points de Dirac. Ça, c'est d'autres manips qui peuvent permettre de le faire. Il y a des manips récentes qui ont été faites, mais ça, je reviendrai sur ce type de manip dans le cours sur les champs de jauge artificiels. Voilà. Et puis, ce qui a pu être fait, c'est donc, dans ces manips, varier le rapport J sur JY en variant le terme d'interférence qu'on a vu tout à l'heure et vérifier que les points de Dirac bougeaient bien comme on l'attend, c'est-à-dire que sur l'axe Y, la partie manquante pouvait être déplacée en variant cette chose-là. Dernière chose que je voudrais dire, c'est quelque chose sur la robustesse des points de Dirac. La robustesse des points de Dirac, eh bien, elle vient du fait que, finalement, quand je prends un Hamiltonien de ce type, si je change quelque chose à ma fonction f de q, ici, si j'ai un 0 avec un enroulement de 2π autour de 0, eh bien, si je change un petit peu les paramètres, je vais toujours garder un 0, parce que le 0, ça correspond à l'intersection d'une ligne où la partie réelle s'annule. Bon, je pose le micro. Ça correspond à l'intersection d'une ligne où la partie réelle s'annule et une ligne où la partie imaginaire s'annule. Je ne vais pas le faire tomber quand même. Si je bouge un peu les paramètres, la partie réelle, la position de la ligne réelle s'annule, enfin, ça va être comme ça, la partie imaginaire ça va être comme ça, et ça va toujours, ces deux lignes vont toujours se couper. J'aurai toujours un 0 qui va se déplacer. Et de ce point de vue-là, les points de Dirac sont assez robustes, c'est-à-dire qu'un petit changement des paramètres de f de q bouge un peu le point de Dirac dans la zone du bruit loin, mais ne le fait pas brusquement disparaître. En d'autres termes, l'enroulement de phase de 2π autour du point de Dirac est un invariant topologique dont on ne peut pas se débarrasser comme ça facilement. En revanche, il y a un moyen assez simple de se débarrasser du contact entre les deux zones, ici, c'est de dissymétriser un petit peu les deux points A et B, c'est-à-dire de faire en sorte que le point A a une énergie un petit peu plus grande que epsilon0 plus delta, le point B une énergie un petit peu plus basse, epsilon0 moins delta, ce qui revient à ajouter un terme en delta sigma z, où sigma z est la troisième matrice de Pauli dans mon Hamiltonien. Et à ce moment-là, eh bien, si vous prenez cette matrice-là diagonalisée, eh bien, là, à ce moment-là, vous faites apparaître un racine de module de f de q au carré qui va toujours pouvoir avoir des zéros, ça, il n'y a pas de problème, mais vous avez rajouté un plus delta 2, ce qui fait que vos surfaces ici deviennent des hyperboles, mais vous avez ouvert un gap entre les deux. Donc là, à ce moment-là, je peux espérer avoir un suivi adiabatique, même si je passe au voisinage de ce croisement évité. Alors il y a des cas intéressants, là encore je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il y a des cas intéressants quand delta que j'ai mis ici est lui-même une fonction de q, c'est-à-dire que ce n'est pas le même delta aux deux points de Dirac. À ce moment-là, eh bien, on retombe sur des notions de bande topologique, d'effet Hall quantique. Là encore, j'évacue ces questions intéressantes pour un cours ultérieur. Je me limite à simplement cette ouverture de gap et comment est-ce qu'on peut la voir. Eh bien donc, on reprend le potentiel V1 de R, mais cette fois-ci, on ne va pas prendre θ égale pi, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va décaler légèrement θ, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre exactement sinus carré kx, mais ce sera sinus carré kx plus quelque chose. Et à ce moment-là, vous pouvez vous vérifier assez simplement que du coup, les sites A et B n'ont plus un rôle exactement symétrique. Et il y en a un qui a une énergie un petit peu plus grande que l'autre. Et à ce moment-là, sur le dessin, c'est A qui est un petit peu plus grand que B. Et on se retrouve comme ça. Et si maintenant on regarde la fraction qui est transférée dans la bande supérieure, donc je refais les oscillations de bloc, je prends soin de passer là où il y avait le point de Dirac. Maintenant, j'ai ouvert ce gap. Et à ce moment-là, eh bien, dès qu'on change le paramètre θ, qu'on l'écarte de pi, qu'on l'amène soit vers 0,95 pi, soit vers 1,05 pi, il n'y a plus de fraction qui passe dans la bande supérieure. On a ouvert le gap, enfin, on a ouvert le point de contact, on a ouvert un gap, et à ce moment-là, eh bien, on peut suivre adiabatiquement
rester adiabatiquement dans la zone du bas, même quel que soit l'endroit où on passe dans la zone de Brillouin. Voilà. Donc on a fait, si vous voulez, une sorte d'ingénierie des points de Dirac, enfin, une ingénierie simple à ce stade, mais néanmoins on a pu vérifier qu'on les contrôlait comme il faut. Donc là, ces manips, comme j'ai dit, ont été faites à Zurich, dans le groupe de Tillman et Slinger, et la théorie a été faite par Gilles Montambeau et ses collaborateurs il y a quelques années. Voilà. Donc je conclus, je crois qu'il est temps. Ce que vous avez vu là, c'est vraiment une première étape dans le contrôle de la topologie de ces réseaux optiques, avec l'observation des points de Dirac et le contrôle de leur position. Il y a beaucoup de choses qui restent à explorer, leur chiralité, la phase dont j'ai parlé. Et puis, il y a aussi des choses qui, je ne crois pas, étaient beaucoup étudiées avec les atomes froids, encore que je ne connaisse pas toute la littérature, hein, mais c'est des choses reliées à l'équation de Dirac, telles que le paradoxe de Klein, qui est le fait qu'il peut y avoir, même à travers une barrière de potentiel très haute, une transmission complète du paquet d'ondes. Ça, c'est des choses qui ont été prédites dans le cadre du graphène. Je pense que ça pourrait être étudié en atomes froids. À ma connaissance, ça n'a pas été fait. Voilà. Mais bon, c'est des choses qui sont possibles. Et je termine en disant qu'il y aura, sur le site, je ne vous demande pas de le lire, mais il y a des références que j'ai mises, et si vous voyez des choses qui manquent, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, merci beaucoup.